En fait, j'ai déposé cette PPL, je sais pas, cette proposition de loi, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, c'était une proposition de loi d'appel. Parce que je trouve qu'on ne met pas le débat sur la table. Et pour moi, c'est un problème. Il n'est pas question de stigmatiser quiconque. Moi, je vous prends juste 2 chiffres qui datent un peu. Ça date de 2019, je le reconnais. Le bulletin d'analyse des accidents de la circulation nous a montré en 2019 que dès lors qu'elles sont impliquées dans un accident corporel, les personnes de 75 ans et plus sont à 82% du temps présumées responsables. C'est le plus haut taux, toute tranche d'âge confondue. C'est pas pour les stigmatiser. Les 18-24 ans, c'est 77%. C'est énorme. C'est pas pour les stigmatiser. Il y a un moment où il va falloir qu'on débatte d'une chose assez simple. Vieillir et conduire. Exactement. Vieillir et conduire. Pas vieillir ou conduire. Vieillir et conduire. Donc évidemment, il y a la prévention, il y a tout ce qu'on pourra faire en amont, il y a aussi les alternatives qu'on peut donner aux personnes âgées qui, du jour au lendemain, moi ça m'arrive dans ma famille, j'arrive à un âge où j'ai des parents qui sont assez vieux, un des deux, on a rendu la voiture, là aujourd'hui c'est pas possible. Alors c'est bien parce que... parfois c'est difficile parce que la personne ne veut pas. C'est très compliqué. Et il faut surtout qu'ils aient des alternatives, parce qu'il n'est pas question de les assigner à résidence... et qui puissent plus circuler. Enfin, les principaux trajets à partir d'un certain âge, c'est aller chez le médecin ou aller faire ses courses, globalement. Donc je pense qu'il faut qu'on interroge un petit peu sérieusement cette question. Dans une France qui vieillit. Oui, dans une France qui vieillit, ou dans une Europe qui vieillit d'ailleurs. Tout, et j'ai poursuivi les études, je voyais Madame Lavaux qui voulait réagir à mes propos, mais j'ai poursuivi les études, j'ai vraiment posé ça pour qu'on en discute. Pour l'instant, c'est pas arrivé. Toutes les expériences... C'est un sujet tabou. Parce que politiquement, c'est un sujet tabou. On a peur de... c'est un sujet tabou. Voilà. Moi, il n'est pas question de stigmatiser les personnes âgées. Je veux qu'on en parle. Et surtout, les expériences, si vous faites un benchmark européen avec uniquement les examens médicaux, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faudrait faire un examen de conduite ? Il faut trouver quelque chose. Il faut qu'on se mette sérieusement autour du sujet et qu'on trouve des solutions. Et des solutions aussi pour les gens qui sont dans les... Au Portugal, la visite médicale a lieu tous les 10 ans à partir de 40 ans, puis tous les 2 ans après 75 ans. En Italie, c'est à partir de 50 ans. En Espagne, à partir de 65 ans. Et aux Pays-Bas, à partir de 75 ans. Maître Yoska, est-ce que c'est une bonne idée vers ces pistes-là ? D'une visite médicale ou d'un examen de conduite imposé à un certain âge? D'une façon générale, les politiques sont très frileux justement d'imposer ça pour la bonne et simple raison. Ils savent très bien que c'est les personnes âgées qui votent. Donc, ils risquent, de se retrouver avec un certain nombre de personnes âgées contre eux, et puis des personnes âgées aussi en rupture, à la campagne, qui ne pourraient plus conduire du jour au lendemain. Moi, je crois qu'il ne faut pas remettre le débat tout de suite parce que cette personne avait 83 ans. Je crois qu'il faut savoir poser les problèmes. Il y a un juge d'instruction qui va être nommé. On va aller voir éventuellement s'il y a des caméras de surveillance. On va voir éventuellement s'il y a eu une autre difficulté, s'il y a un autre fait générateur de cet accident. Parce que on peut gloser là 107 ans et puis se retrouver dans quelques jours avec un juge d'instruction qui nous dira, écoutez, il s'est trouvé qu'on a trouvé la raison pour laquelle il y a eu cet accident. Et on aura l'air bien bête. Rien à voir avec son âge. Et oui, donc d'une façon générale... Ça peut être un problème mécanique de la voiture. Ça peut être un problème mécanique, ça peut être aussi un ballon qui est passé, ça peut être une distraction, ça peut être tout simplement le téléphone portable. Il n'a rien à voir avec son âge. Ça peut être éventuellement... Enfin, une infinité d'éléments générateurs. Bien sûr. Pas de procès d'intention. Pas de procès d'intention, mais je vous rappelle qu'en début de semaine, à Nice, il y a un conducteur de 97 ans qui a tapé dans une voiture alors qu'un monsieur était en train de mettre ses 2 enfants à bord. Il lui a dit, écoutez, je conduis mieux que vous. Il a redémarré et boum, il a emplafonné une autre voiture un peu plus loin. Et ce matin, il y a eu un accident de quelqu'un qui a eu le permis de conduire avant-hier et qui a failli aussi tuer quelqu'un d'autre. Non, mais si vous me permettez... Ce sont les jeunes qui sont, entre guillemets, les plus dangereux. Oui, exactement. Et on sait très bien que les personnes âgées, la plupart du temps, font Attendez, parce que nous sommes avec une invitée qui est avec nous. Il s'agit de Séverine. Séverine est la fille de Marcel, 83 ans, qui a été fauché et tué par un automobiliste de 81 ans. Bonsoir Séverine, automobiliste de 81 ans qui, du côté de Saint-Malo, a eu 2 accidents à intervalles assez raccourcis. Il a tué 2 piétons en 3 mois. En 3 mois. J'ai entendu un petit peu tout ce qui se disait. Je sais pas, c'est pas parce que vous avez... il s'agit pas, moi je suis en empathie totale avec les parents qui doivent se dire qu'ils avaient leur enfant ce matin et qui doivent avoir basculé dans un autre monde là. Et ça me rappelle des souvenirs assez désagréables puisque mon père a été renversé aussi en protégeant sa petite fille. Voilà, donc je me mets vraiment à leur place déjà.
comme tout le monde, j'imagine. Ok, il y a le débat des jeunes, mais en fait, moi, je suis d'accord avec monsieur le député, on met enfin, il y a quand même un souci de vieillissement si ce sujet est porté en Europe. C'est bien qu'il y a quelque chose à faire et qu'il ne faut pas mettre la tête dans le sable. Moi, je crois que vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui m'a appelé en me disant « J'arrive pas, mon papa, ça devient un vrai problème, on lui a caché ses clés. » Ou un médecin qui m'a appelé, 2 ou 3 médecins, amis de la famille, qui m'ont appelé en me disant « Tu sais, je ne sais pas quoi faire en fait. Je sais que ce monsieur ne peut pas conduire. Il va provoquer un accident grave un jour. » Mais je suis allée voir le poste de police, on m'a dit que ce n'était pas possible. Comprenez pas ma déposition. La loi vous aide. Pardon, mais Séverine, je crois que la loi déjà le propose et que les préfets, peuvent intervenir et imposer effectivement l'arrêt de la conduite. Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison, mais pour que ce soit, il faut que ce soit connu pour ça. Vous y avez accès, moi j'y ai accès, mais tout le monde n'y a pas accès. Et la démarche est lente. Moi je vous dis, ça fait 11 mois que ça s'est passé. Dans un mois, ça sera la date anniversaire à 2 jours près du décès de mon père et renversé. Mais vous imaginez quand même que ce monsieur, il y a quand même des gens qui n'ont pas toutes leurs facultés à partir d'un certain âge. Je suis désolée, il renverse une première personne qui est décédée sur le coup. Mon père n'est pas décédé sur le coup aussi. Ça a fait qu'aggraver aux choses, mais il a reconduit. Il a renversé mon père, ma fille, et juste après, il a demandé s'il pouvait conduire une voiture sans permis. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut quand même voir qu'il y a un problème. Mais un déni, il y a un déni chez certaines personnes âgées qui ne se rendent pas compte. Et il faut les aider. Voilà. Donc il faut peut-être les aider. Il ne s'agit pas de... Bah, voilà, on est tous... C'est difficile d'empêcher ses parents... Alors attendez, dire, Séverine, puisque comme nous sommes avec le législateur, avec le député Bruno Millienne, alors on fait appel aux médecins de famille. Comment est-ce qu'on fait dans C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que moi j'ai travaillé ensuite, et puis vous le verrez sûrement, on va lancer quelque chose la semaine prochaine pour élargir le débat et le faire vraiment sans jeter d'anathème, le faire le plus sereinement possible, parce que c'est un problème compliqué, excessivement compliqué. Je ne pense pas qu'il y ait de solution simple. Oui, mais à chaque fois on dit c'est compliqué, non, du coup on n'agit pas. C'est compliqué parce que les médecins, moi je veux bien... Ça devait être compliqué chez nos voisins européens, et pourtant ils ont légiféré. Hein. Non mais oui, ils ont légiféré, sauf que ça marche pas, l'histoire de la visite médicale. Oui, les résultats sont pas probants. Les résultats sont pas très probants. Voilà, donc ça... Pour moi, la visite médicale qui va, au bout du compte, peut-être interdire de conduire, ça doit être le dernier recours. Il y a des choses à faire avant, et je veux qu'on inventorie par exemple toutes les pistes. Il y a des expériences qui sont menées dans certaines auto-écoles. Je vous prends un exemple assez simple. Je ne sais plus où est cette auto-école, mais il y a un simulateur. On demande au conducteur âgé les trajets qu'il fait. Je vous ai donné les 2 principaux. On fait sur le simulateur le trajet le plus commun qu'il fait, et on voit les passages accidentogènes sur ce trajet-là, comment il se comporte lui, pour des problèmes aussi de vision, de l'argent de vision. De réflexe, de mouvement de pouvoir tête, tourner la tête. sûr. Enfin, des choses qui s'amenuisent évidemment, forcément avec l'âge. Et on propose au final, parce que tout ça c'est analysé par le simulateur, et on lui propose le trajet le moins accidentogène possible. Donc il faut qu'il change ses habitudes. Il y a plein de choses à essayer. Donc, vous êtes d'accord pour ça, Madame Lehaut? Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a des choses qui sont déjà faites, alors sans doute pas suffisamment. Mais nous, pour revenir sur l'histoire de la visite médicale, nous, on dit à l'association que c'est un double anesthésiant. C'est un anesthésiant du côté souvent des pouvoirs publics ou du gouvernement qui, dans les 14 pays européens, en tout cas, c'est majoritairement ce qui s'est passé. Il y a eu un drame du type de celui d'aujourd'hui. Une loi est passée et on a l'impression d'avoir réglé le problème. Donc hop, on dit... Pas de loi émotion. Ça, c'est le premier anesthésiant. Deuxième anesthésiant, moi, je vais voir mon médecin. Mon médecin me signe un papier comme quoi pendant 10 ans, je peux conduire. Eh bien, des associations comme la nôtre qui font des actions de prévention, pas suffisamment visiblement, auprès des seniors, on va nous dire non mais attendez-vous, vous êtes très mignons. Mais moi, mon médecin m'a dit que je pouvais conduire pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, vous me fichez la paix. Il va falloir quand même mettre en place des infrastructures qui vont permettre à nos personnes âgées de se nourrir, de se déplacer. Bien sûr. Donc ça va être le maire, ça va être le député qui va être responsable d'aller chercher un tel ou un tel au fond de sa ferme parce qu'on lui a retiré le permis de conduire et qu'il faut qu'il aille voir le médecin. Il ne pourra pas payer forcément le taxi. Qui ira faire les courses? Enfin, vous voyez, ça implique d'autres problèmes aussi. C'est une problématique globale. Mais de gros sous. En fait, de gros sous, c'est ça le problème. Quand monsieur le député dit qu'il faut s'emparer du sujet,
sujet et qu'il dit qu'il le met sur la table, il a raison, il le met sur la table. Mais il ouvre la boîte de Pandore. Parce que la réalité, c'est une problématique de mobilité globale des seniors. Et l'association travaille actuellement à un programme que nous essayons, et je vous en parlerai hors antenne, de porter auprès du gouvernement, qui est un programme qui doit inciter à la multimodalité. Mais dès notre âge à nous. C'est-à-dire que c'est pas quand on a 75 ou 80 ans qu'on change d'habitude de mobilité. En revanche, si dès 55, 60 ans, on se dit « Ok, je ne prends pas systématiquement la voiture, mais j'utilise les transports en commun, j'utilise le covoiturage, j'utilise éventuellement le vélo et la marche », eh bien finalement, on vieillira multimodaux et ça ne... On prendra Ça n'évitera pas des accidents comme celui-là, mais en tout cas, on aura une approche différente de la mobilité des seniors. Oui, parce que, monsieur le député, il y a aussi des habitudes. Il y a une génération peut-être absolument, très accrochée à la voiture. Indépendamment des habitudes... Dès qu'on supprime la voiture, on supprime une part de ces personnes. Indépendamment des habitudes, vous voyez bien le rapport qu'ont les Français à la bagnole. Enfin, moi, je suis le premier, hein. M'enlever ma voiture, ça va pas bien se passer. Donc, voilà, déjà, pour commencer. Mais en plus, et c'est bien que vous le signaliez, Madame Lavaux, mais il y a plein d'expériences qui sont menées sur les territoires. Moi, ce que je veux dans les études qu'on va faire avec mes collègues députés... C'est les retours d'expérience. C'est les retours d'expérience. Ça marche mieux. Il y a des associations de seniors qui existent et qui s'organisent justement pour éviter l'assignation à résidence de seniors qui ne peuvent plus circuler. C'est l'enjeu. Il y a du blablacar senior. Enfin, il y a plein de solutions. Il faut... D'accord pour qu'il y ait ces retours d'expérience. Séverine, vous écoutiez justement les différentes pistes de travail. Bien sûr, le fait, c'est pas de stigmatiser, mais comme l'a posé le député, de poser le problème sur la table, de ne pas la mettre la tête dans le sable. Et effectivement, il y a plein de problèmes qui se posent, mais il y a un moment donné, les cacher, ça va pas changer les choses, ça sera autre chose la prochaine fois. Merci, messieurs, dames, merci d'avoir participé à ce débat, merci bien.